crois qu'il faut pouvoir... Je m'appelle Anne Bouillon et je suis avocate au barreau de Nantes et je suis engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Celles qui osent, un podcast proposé par Lucie Rondelet et produit par Julie Bénard. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne Bouillon à l'occasion de la sortie de son livre « Affaires de femmes » aux éditions de l'Iconoclaste. Cet épisode alterne entre un entretien captivant avec Anne et des extraits de son ouvrage lus spécialement pour vous. Plongez avec nous dans ce dialogue intense et émouvant où les mots d'Anne résonnent avec force et engagement. Bonne écoute. Celles qui osent. Vous aimez notre podcast ? Alors vous allez adorer notre sponsor, Formation Rédaction Web, un organisme de formation dédié au métier de l'écriture digitale. Rendez-vous sur formation-rédaction-web.com pour en savoir plus. Si vous m'interrogez sur les figures féminines de mon enfance et mon rapport au féminin lorsque j'étais petite fille, les premières touches de figures féminines, elles sont autour de ma maman. Ça m'évoque tout de suite une odeur, son parfum, c'était empreinte de courage, son rouge à lèvres, ses bottes à talons en bois et sa grande chevelure rousse. Et en même temps, quelque chose de l'ordre des archétypes assez marqués, puisque ma famille était organisée autour de modèles assez traditionnels. Même si le courant d'idées qui traversait mes parents étaient des notions progressistes, mais l'organisation était traditionnelle. C'est ma mère qui cuisinait, c'est mon père qui bricolait, pour faire simple, avec l'éducation des enfants qui était d'abord dévolue à ma mère, chose qu'elle revendiquait, et mon père qui était comme ça une figure d'autorité, une espèce de socle moral, mais c'était d'abord et avant tout ma mère. Fille de prof syndiquée, je mène mes premières batailles dans les manifs, à l'âge de 5 ou 6 ans, perché sur les épaules de mon père. On me dit que parfois, le bruit des manifs est si fort qu'il parvient aux oreilles des puissants et que les choses peuvent changer. Le 10 mai 1981, chez nous, au 17e étage de notre HLM de la rue Daniel Casanova à Aubervilliers, la gauche apparaît sous les traits striés du visage de François Mitterrand qui se dessine sur la télé en noir et blanc. Direction, place de la Bastille, Paris est en fête. Mon père passe son bras autour des épaules de ma mère. Ensemble, ils écoutent le discours de regard. Il se met à pleuvoir, retour à la maison. Je m'endors avec l'idée que la politique permet de mettre l'espoir au pouvoir, célébré par de la musique et des roses, et que cela rend mes parents heureux. Ni au lycée, ni à la fac, je ne croise de mouvement féministe. Dans les années 1980-1990, je grandis, j'aime, je vis avec l'idée fausse qu'il n'y a de ce côté-là plus rien à conquérir. Les féministes sont des anciennes, souvent elles s'appellent Simone, et nous pouvons les remercier. Mais tout cela ne nous concerne plus. Les femmes ont acquis les mêmes droits sociaux et politiques que les hommes. La bataille pour les droits reproductifs a été gagnée. La lutte pour l'égalité semble achevée. Je subis des discriminations, des humiliations, des agressions, mais sans faire le lien avec une mécanique globale d'infériorisation des femmes. Je ne perçois pas la dimension systémique de ce que je ne raccroche qu'à des expériences personnelles malheureuses. Cela, je le ferai plus tard, après avoir défendu des femmes. J'ai 25 ans, je viens d'obtenir un diplôme de 3e cycle. Une rupture amoureuse fait naître l'appel du large. Après le Liban et la Roumanie, je rejoins la Bosnie, dont nous entendions les cris de détresse jusque dans l'amphi de la fac. Parti pour quelques semaines, j'y reste presque 2 ans. Chaque matin, je longe le mur d'enceinte de l'orphelinat, d'où s'échappent les rires trop nombreux des enfants. Tout est tendu, douloureux, mais aussi vivant, joyeux et frénétique. Je rencontre des groupes de femmes qui m'impressionnent dans leur quête de justice et de vérité. Mon boss est canadien, avocat lui aussi. Il me conseille de passer le barreau. C'est comme ça que naît l'idée. Je vais, moi aussi, devenir avocate. Moi, je suis avocate pénaliste, donc je défends dans les prétoires celles et ceux qui font l'expérience de justice et l'expérience de justice pénale et qui doivent voir leur cause portée et défendue. Finalement, mon exercice professionnel, il s'est rapidement orienté autour de la question des femmes par un double mouvement. Non seulement la prise de conscience, alors là, de manière assez évidente, que ma condition d'avocate
me déterminer à un certain nombre de choses que mon mari, parce que je suis mariée à un avocat, ne vivait pas, lui. Et j'avais un point de comparaison là absolument direct entre des choses que j'expérimentais et qu'il n'expérimentait pas. On plaide beaucoup, tous les jours. Lui, il a aussi une voix qui porte. Moi, quand je plaide fort, j'agace. Lui, quand il plaide fort, il impressionne. Et puis d'autres choses, d'autres déconvenues, mais j'ai le sentiment de ce que j'ai véritablement fait l'expérience du sexisme, ou en tout cas, j'en ai pris conscience dans ma pratique d'avocate. Et puis, l'autre mouvement, c'est le fait de rencontrer tous les jours des femmes qui osaient parler et qui osaient me parler de ce qu'elles vivaient au quotidien. Et puis, une situation en suit une autre, puis une autre, puis une autre. Et finalement, c'est une espèce de matrice là, qui apparaît, qui semble incontournable. Parce que toutes ces femmes que j'ai reçues et que je continue de recevoir, elles n'ont finalement que ça en commun, d'avoir fait l'expérience de la violence, d'avoir fait l'expérience à un moment donné, soit un instant, soit toute leur vie, de la domination masculine et de son expression par des modes violents. Et donc, voilà, la rencontre de ces deux mouvements-là et la volonté d'engagement a fait que je suis devenue, alors je ne vais pas dire l'avocate des femmes, c'est grandiloquent, mais je suis devenue très engagée sur ce contentieux-là et sur leur défense. Ma venue au monde féministe se déroule à l'abri d'un couloir sombre et utérin au 4e étage du palais de justice de Nantes. C'est ce moment-là, je crois, qui a donné sens et cohérence à mes expériences fragmentées. Là, tout s'aligne. Ma condition de femme me détermine. Ce jour-là, il y a longtemps donc, mon client, petit délinquant notoire, doit recouvrer la liberté. Le tribunal vient de rejeter les réquisitions du parquet aux fins d'incarcération. Je l'attends, pas peu fière, salle des pas perdus du tribunal. Je ne serai pas payée, mais je ne désespère pas d'être félicitée. Le temps file et rien ne se passe. Il ne ressort pas des geôles. Je m'en inquiète auprès d'un policier qui m'indique « Celui-là, on le garde au chaud, ordre d'en haut », pointant son index vers le plafond. Je gagne les étages du palais de justice, bien déterminée à faire cesser l'arbitraire de la détention. Sur la porte, devant moi, 3 lettres sont inscrites. STD, Service de traitement direct. Derrière la porte, des procureurs traitent en temps réel les affaires de délinquance. Je toque, rien. Un peu plus fort, toujours rien. Timidement, j'entrouvre la porte. Le procureur donneur d'ordre est là. Son casque de téléphone vissé sur les oreilles, renversé dans son fauteuil à roulettes. Il plaisante avec son interlocuteur. Il me jette un regard noir. Je me balance d'un pied sur l'autre, il ne raccroche pas. Je reste plantée sur le seuil. Ça dure une éternité. J'avance à pas feutrés vers mon procureur casqué. Tout de suite, paume de main brandie, il m'ordonne de m'arrêter. Je me fige. Il ne m'a toujours pas parlé. Il prend tout son temps et me le montre, ostensiblement. C'est lui qui maîtrise la situation. Je me racle la gorge, je souffle, je gigote. Là, il me regarde une nouvelle fois, enlève son casque d'un geste rageur, se lève, franchit en 2 enjambées les mètres qui nous séparent et m'agrippe. Il me chope le bras gauche. J'essaie de me dégager, il resserre sa prise. Il rouvre la porte, me fait pivoter, ses doigts toujours bien crochetés dans mon biceps, me pousse dans le couloir et claque la porte derrière moi. Je crois que je n'ai rien eu le temps de dire. Une pensée tourne en boucle, comme un disque rayé. Jamais je n'aurais subi cela si j'avais été un homme. Jamais il n'aurait osé faire cela à un homme avocat. Jamais une femme ne m'aurait fait cela. Il m'a fait cela car je suis une femme et qu'il est un homme. C'est ainsi que je suis devenue féministe. C'est aussi simple que ça. Les obstacles que j'ai dû surmonter, ils sont de 2 natures. Ils sont liés à des paramètres extérieurs. Je me rappelle notamment du premier barreau dans lequel je me suis inscrite, où j'ai eu des déconvenues assez fortes, parce que des réactions hostiles, voire un certain nombre de comportements agressifs et sexistes, avec des remarques désobligeantes, liées encore une fois au fait que j'étais une femme jeune, que j'avais envie d'être dans le prétoire, que j'avais envie de défendre, que j'avais envie de me constituer une clientèle, que voilà, j'étais présente et que cette présence-là n'était pas forcément accueillie à bras ouverts. Et puis d'autres obstacles plus liés à ma propre représentation des choses.
comment gagner confiance en moi, comment me sentir légitime, comment ne pas culpabiliser de passer autant d'heures à travailler, alors que effectivement, par ailleurs, j'étais la maman d'une toute petite fille. Comment résoudre ces équations qui peuvent paraître impossibles et comment essayer de trouver ma propre voie en cohérence avec moi-même, indépendamment de ce que pouvait me renvoyer la société en termes d'injonction à être ou à ne pas être. Voilà, gagner en espace de liberté, c'est compliqué. Aujourd'hui, je me suis affranchie de beaucoup de choses, pas de tout, hein, loin s'en faut, c'est toujours un travail qui est d'actualité. Mais c'est ce double mouvement là aussi, hein, pouvoir faire fi des injonctions qu'on vous renvoie, être en cohérence avec soi-même, balayer les obstacles objectifs qu'on dresse sur votre route. Mais voilà, il y a aussi des moments de grande solidarité, des moments d'accueil, des moments de confraternité. Tout ça, je l'ai expérimenté aussi dans mon métier. Ça n'a pas été qu'une course d'obstacles. La femme que je défends a 30 ans. Elle en a aussi 19 et parfois 72. Elle n'a pas d'enfant, ou elle en a 2 ou 3. D'ailleurs, les violences ont commencé là, quand elle est tombée enceinte. Ou quand lui a compris qu'elle allait partir et risquer cette fois de ne pas revenir. Elle porte un voile, une croix, parfois une polaire Décathlon et des chaussures de rando. Elle touche le RSA, elle sait pas comment elle va faire, car c'est lui qui garde l'argent. De toute manière, elle sait plus rien faire. Depuis qu'elle est partie, son mec est en rage. Il la cherche, elle a perdu 4 kilos, elle arrête pas de bouffer. Elle vient me voir avec des tonnes de papier froissé dans un sac de supermarché, où elle a tout mis sur une clé USB et fait de jolis dossiers. Elle passe son temps à s'excuser. Pardon, je me souviens pas bien, excusez-moi, j'ai la tête qui ne fonctionne plus. Elle a mal au bide, elle prend des cachets, ses nuits sont blanches, sa trouille est bleue. Ses gosses, il les aura pas, hors de question qu'ils s'en prennent à eux. Elle voudrait partir, mais pour aller où ? Sa famille lui dit de rester. On quitte pas son mari, ça se fait pas. Elle veut que ça sorte, elle veut qu'on l'écoute, sur les réseaux sociaux et devant la justice. Elle veut pas déposer plainte, ça sert à rien. Personne va la croire. Il est puissant, il a des réseaux. Elle se souvient pas de grand chose, juste son prénom. C'était dans une soirée, elle avait bu, elle aurait dû dire non, n'est-ce pas ? Au boulot, tout le monde sait, personne bouge. Elle le connaît depuis toujours, elle peut rien révéler, ça va faire exploser la famille. Elle l'aime encore. Elle le hait, elle se sent vide, elle n'est plus rien, elle veut travailler, mais il veut pas, reste à la maison, on n'a pas fait des enfants pour qu'une autre les élève. Elle a un amant, c'est comme ça qu'elle tient, elle picole le soir, c'est comme ça qu'elle tient. Elle a envie de partir, parfois même de mourir, et elle a honte de devoir le dire. Ces femmes sont comme vous et moi, elles sont nos mères, nos filles, nos amies, nos collègues, nos voisines. Elles sont nos sœurs, toujours. Je suis féministe par imprégnation, au contact des femmes que je défends. Avocate, je les représente dans leur quête de justice, de protection et de réparation. Parfois, il me faut les défendre aussi contre l'institution judiciaire elle-même. Le fait d'être l'avocate qui incarne la cause des femmes, c'est à la fois un handicap et une fierté. C'est toujours la même chose, les choses sont nuancées. D'abord, peut-être préciser que je ne suis pas la seule sur ce terrain-là et qu'on est nombreuses à être engagées au soutien de la cause des femmes. Heureusement, ça ferait beaucoup pour une seule personne. L'engagement féministe est un engagement qui est coûteux, qui est risqué. C'est toujours une cause, et je parle de l'égalité entre les femmes et les hommes, et les personnes qui ne se reconnaissent d'aucun de ces deux sexes, à ne pas oublier. Cet engagement pour l'égalité est loin de faire consensus. Ça crée des réactions rugueuses, parfois hostiles. Mais moi, j'ai le sentiment profond d'être à ma place, en fait. J'ai le sentiment d'être là où je dois être, et puis ça me rassure beaucoup, même si c'est pas pour pleurer sur mon sort, mais c'est parfois compliqué, y compris dans le prétoire, qui est un espace rugueux, et le procès des viols de Mazan le montre, à quel point l'exercice judiciaire peut être un exercice violent, évidemment pour les victimes, pour les accusés aussi, mais pour les avocats, bien sûr. On n'est pas là autour d'une tasse de thé. Je me rappelle d'un confrère qui m'avait, dans le prétoire, traité d'ayatollah féministe. Bon, J'accepte et puis je sais répondre. Ça fait partie de l'engagement, et tant que je suis en cohérence avec ce que je fais, tant que je suis intègre avec ce que je fais, et encore une fois, on est nombreuses à le faire, ma foi, tout ça n'est pas très grave en comparaison de ce que vivent les femmes que je défends.
C'est toujours difficile de tirer d'un vécu de plus de 23 ans maintenant des singularités, des histoires comme ça qui seraient venues constituer des moments de rupture, même s'il y a des femmes qui m'ont plus marqué que d'autres. Je me rappelle d'une petite bonne, c'est comme ça qu'on les appelait, que j'ai défendue alors à l'époque à Marseille, donc il y a très longtemps. Les petites bonnes, c'est ce phénomène sur le bassin méditerranéen où les toutes jeunes filles d'extraction modeste sont amenées dans des familles d'accueil qui les utilisent pour les besoins du quotidien, garder les enfants, faire le ménage, préparer la cuisine et puis potentiellement pour qu'elles soient là pour l'éducation sexuelle des garçons. Je travaillais avec une association qui leur venait en aide et je me rappelle d'une qu'on m'avait demandé de défendre contre le garçon d'accueil de sa famille qui l'avait violée. Et voilà, j'avais été extrêmement touchée, peut-être au-delà du raisonnable, parce que je dois garder ma fonction et la distance nécessaire à l'action. Défendre et accompagner, ça ne veut pas dire adopter, ça veut dire aussi pouvoir être dans une démarche de professionnel et donc ne pas me laisser submerger et envahir par toutes ces situations. Elle n'avait plus de chaussures, elle avait des chaussures trouées qui prenaient la pluie. Je suis allée lui acheter une paire de godasses. C'était vraiment totalement hors sujet, c'était même sans doute pas à faire, je sais pas, mais je l'ai fait, voilà. Elle m'a beaucoup marquée, j'ai aucune idée de ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, elle remonte loin dans mon parcours. Je sais pas si elle a été à l'origine de mon engagement, c'est pas comme ça que les choses se posent, mais voilà, elle m'a durablement et de manière significative émue, mais elles sont, encore une fois... Avant-hier, je me suis retenue de pleurer devant une cliente qui me racontait des choses qui sont tellement innommables et indicibles qu'il me faut prendre une grande respiration et pouvoir garder un regard planté pour pas céder à l'émotion. Et donc, il y a toujours ce dialogue entre une émotion nécessaire, une empathie à conserver intacte et puis aussi une distance parce que je suis dans une fonction professionnelle et qu'il faut trouver cet équilibre-là. Mes pires déceptions, c'est quand j'ai l'impression de ne pas arriver à porter la cause de celle que je défends, quand j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de la cause incarnée par ma cliente, quand j'ai l'impression que la cécité de l'institution est terrible ou quand je n'arrive pas à faire passer le message. Et donc, je suis déçue par moi-même, en fait. Je suis déçue parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été au rendez-vous. Je raconte dans le livre un certain nombre de déconvenues ou de moments où j'ai senti que mes clientes étaient tellement mal jugées par l'institution que c'était très douloureux. Mes déconvenues, mes déceptions, elles sont là, d'abord. Et peut-être que ma plus grande crainte, c'est de ne pas avoir su entendre et repérer une femme qui serait en danger et de ne pas avoir pu tout faire pour la protéger. Ça, c'est mon pire cauchemar. C'est-à-dire d'avoir accueilli une femme qui avait le courage d'essayer de sortir du cycle des violences qui l'enferme et puis de ne pas avoir su l'entendre et qu'elle soit tuée par son compagnon. Ça, c'est véritablement ce qui me hante. C'est aussi ça qui m'oblige à la vigilance de tous les instants. Et c'est ça qui m'oblige à ne jamais minimiser le récit qui est déposé devant moi. Ça aussi, il m'a fallu apprendre à faire ça. C'était un peu compliqué d'apprendre à faire ça. Parce qu'on est conditionné à ça. On est peut-être pétri de ces réflexes-là. Mais enfin, madame... c'est pas si grave, mais enfin, madame, vous pouvez bien comprendre que, et puis c'est pas un si mauvais père que ça. Donc, il a fallu que je déconstruise mon écoute, et ça a procédé véritablement d'une démarche volontaire. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup conscientisé, on m'a renvoyé aussi des erreurs que j'avais pu faire, et il m'a fallu les entendre et les corriger. Et c'est toujours au travail. Face à la parole qui se libère, la justice tend l'oreille. Elle écoute. Mieux, elle se mobilise, se forme et se transforme. Le mouvement reste cependant trop lent. La femme qui parle fait un saut dans l'inconnu. Dotée des bons mots, s'ils existent, prononcée sur le juste ton, si la parole est correctement accueillie, alors elle obtiendra protection, réparation, justice et possibilité d'une existence affranchie de l'oppression subie. À l'inverse, si elle n'a pas les mots, si elle ne peut pas ou ne sait pas les dire, si celles et ceux qui l'écoutent ne savent pas l'entendre, elle s'expose alors à l'opprobre, au renversement de la culpabilité, au renvoi au silence, coupable d'avoir fait preuve de tant d'audace et de mauvaise foi,
Accueillir, sans préjugés, une parole qui accuse est un exercice complexe. C'est même un défi pour les praticiens et praticiennes du droit et pour l'institution judiciaire. Il ne s'agit pas ici de croire les femmes sur parole, mais d'entendre une parole qui interroge la norme et dénonce la domination masculine. Car lorsqu'une victime frappe à la porte du tribunal, elle ne devrait jamais, une fois le seuil franchi, y subir une autre forme de violence. Moi, je l'ai appris seule. Maintenant, peut-être existe-t-il des formations, et en tout cas, il y a de plus en plus de formations sur la question des violences faites aux femmes. Des formations qui sont dispensées aux magistrats, aux avocats, aux policiers, et donc collectivement, les institutions déconstruisent là aussi leurs préjugés et apprennent à mieux entendre, mieux écouter et mieux traiter la parole des femmes. Donc il y a un vrai travail qui est en mouvement. Mais moi, ça fait effectivement longtemps que je fais ça, et donc j'ai appris de mes erreurs. Je me rappelle d'une femme qui m'a fait le reproche de manière explicite de ne pas l'avoir entendue et de ne pas l'avoir écoutée, et qui me l'a dit d'une manière très violente, et il m'a fallu encaisser. Et je n'ai pas voulu balayer d'un revers de manche ces reproches sans doute justifiés qu'elle me faisait. Elle m'agaçait en réalité. Voilà, il faut aussi, quand on est dans une posture d'écoutant, de défenseuse, accepter de faire avec ce qu'on ressent, mais que ça ne prenne pas le pas. Je vous parlais de mon émotion tout à l'heure, ça n'a pas à prendre le pas plus que mon agacement en fait. Et je fais évidemment avec toutes les fibres de mon humanité, mais je suis dans une fonction et j'ai une mission qui est une mission de défense, et si je ne veux pas la prendre, cette mission de défense, personne ne m'y oblige. Alors je ne m'investis pas et je ne deviens pas l'avocate de cette femme. Mais si je deviens l'avocate de cette femme, il y a un contrat qui est passé entre elle et moi. Et le premier terme du contrat, c'est la confiance. Et il faut que ce lien de confiance, il se construise dans un langage commun. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris et que j'ai mis du temps à comprendre. Quel espace de langage commun dégageons-nous pour pouvoir travailler ensemble et avancer ensemble? Et ça, partir du même récit et s'assigner des objectifs auquel on adhère ensemble, c'est le préalable à la relation réussie entre un avocat et un client. Mais ça vaut de moi, mais ça vaut de tout le monde. Quand le lien de confiance est rompu, alors on ne peut plus travailler ensemble. Djeneba Bamia est née en 1979 au creux des falaises de Bandiagara, au Mali, en pays d'Ogon. Ses parents sont musulmans. Ils choisissent pour elle ce prénom qui signifie celle qui porte secours. Elle a 9 frères et sœurs. Quand elle a 6 ans, une de ses grandes sœurs et son mari viennent la chercher. Désormais, elle va grandir avec eux à Bamako. Ils deviennent ses autres parents. Djeneba est une élève appliquée. Elle se rêve vétérinaire. Les études sont trop chères. Elle part en stage au Canada. À son retour, elle est recrutée comme agent de l'État pour effectuer des contrôles vétérinaires à l'abattoir de la commune de Mopti. C'est un milieu d'hommes, d'animaux et de morts. Elle y fait sa place. Elle est courtisée. Elle les repousse tous, elle veut rester libre. En 2006, elle croise Jean-Paul Gouzou. Il est agriculteur. Il arrive de Gorse, dans le Lot, malgré les 30 ans qui les séparent. Il tombe amoureux. « Viens en France, lui dit-il. On va se marier et fonder une famille. » Elle accepte. Cet homme, déterminé, elle le trouve si différent des autres. Le 21 juin 2008, il est là, à sa descente de l'avion. Le mariage est prévu pour la semaine suivante. À la noce, elle ne connaît personne, mais elle est aux anges. Les gens sont si gentils. Tout le village est là. Elle est radieuse. Lui est fier. Vendredi 3 mars 2017. C'est un matin frais et humide. La nuit prend son temps. Plus tard, il fera beau. Djeneba dépose les petits à l'école du village, comme tous les jours. Cartable sur le dos, goûter glissé dans le sac. Vite, un bisou. Bonne journée, mes chéris. À ce soir. Elle redémarre vite, elle n'est pas en avance. Elle se gare derrière les tables, elle coupe le moteur, serre le frein à main, relève la tête et le voit. Il sort de derrière le muret. Elle se fige, leurs regards se croisent, elle comprend, elle sait. Il arme son fusil et tire. Une première fois, sans parler, sans viser, elle pousse un cri. Je suis sûre que c'était un cri de rage, de tristesse et d'effroi, car elle comprend. Il fait le tour du véhicule et tire une deuxième fois, plus précis. La vitre explose, vole en éclats. Djeneba est constellée d'impact. Elle hurle, elle sait.
Il s'approche sans faiblir, un pas encore. Il tire une troisième fois, presque à bout portant. La balle de gros gibier, en pleine tête, dispersée. Silence. C'est terminé. Il ne se retourne pas, rentre dans la ferme, pose l'arme sur la table de la cuisine. Il se lave les mains, change de vêtements. Comme prévu, il appelle les gendarmes de s'insérer. « Venez, je viens de tuer ma femme. » Les appels au secours de Djeneba n'ont pas été entendus. Protégée, elle aurait peut-être été sauvée. Les femmes meurent en nombre parce que les hommes les tuent, mais aussi parce qu'elles sont trop souvent ignorées lorsqu'elles appellent au secours. Robert Badinter disait « Sans courage, l'avocat n'est rien ». Et c'est vrai, et c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour mettre de l'huile dans les rouages, on n'est pas des facilitateurs de justice, y compris moi qui plaide pour les victimes et en partie civile. Je suis tenue par un mandat et je suis tenue par un objectif et une mission de défense et je dois le faire avec toute la liberté qui est la mienne, à la hauteur de la mission qui m'est confiée. Je pense à l'histoire de Djeneba Bamia. Djeneba Bamia est une jeune femme qui a été assassinée par le père de ses 3 enfants, pas loin de Cahors, et qui lui a tiré 3 balles dans la tête parce qu'il ne voulait pas qu'elle parte au Mali en voyage avec leurs 3 enfants. Et je défendais la Fédération nationale de solidarité femmes dans ce dossier-là qui s'était constitué partie civile. La FNSF, c'est un regroupement d'associations féministes de protection des femmes et c'est aussi le 3919, ce numéro d'appel d'urgence que les victimes peuvent appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc je plaidais là, non pas pour Djeneba Bamia ou sa famille, mais un peu pour toutes les femmes. Et je savais que dans l'histoire de Djeneba Bamia et dans la manière qu'elle avait eue de se tourner vers la justice à chaque fois qu'elle avait été en danger, eh bien, elle n'avait pas été entendue. Et je le savais parce que j'avais reçu des courriers électroniques qui m'avaient été envoyés, d'échanges entre les amis de Djeneba et l'institution judiciaire, où les amis, y compris la déléguée aux droits des femmes de l'époque, qui avait elle aussi pu alerter l'institution judiciaire sur les dangers encourus par Djeneba Bamia, n'avait non seulement pas été entendue, mais vertement renvoyée à leurs affaires. Et j'avais ces courriers électroniques dans mon dossier. Et je voulais que le procès de l'assassin de Djeneba soit aussi l'occasion pour l'institution de faire un examen de conscience, voire un mea culpa, et prenne responsabilité pour ce qui s'était passé. Et donc toute la question pour moi, c'était de savoir si j'allais avoir le courage ou pas de produire ces courriers électroniques et de les donner au président de la cour d'assises pour qu'il soit au dossier et qu'il figure comme pièce du dossier là où il n'était pas pièce du dossier. Pour que les choses soient bien claires, j'avais eu connaissance de ces échanges où les amis de Djeneba disaient « elle est en danger, il faut agir » et où l'institution, le procureur de la République de l'époque, disait « arrêtez de nous harceler avec cette situation-là, nous n'avons pas à recevoir ces courriers » et il le disait en des termes bien plus brutaux. Et je savais que donner ces courriers-là, les verser au débat, les mettre dans le procès, allait évidemment être pour le moins disruptif, comme on dit, puisque ça porterait l'attention non pas sur la responsabilité du seul meurtrier, qui est évidemment le seul auteur des faits, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, mais en tout cas qui allait engager aussi la responsabilité de l'institution judiciaire. Et toute la nuit, la veille du procès, j'hésitais, en fait j'avais peur. Comme souvent, quand j'ai peur, j'appelle Franck, mon mari, et c'est lui qui m'a rappelé ce que disait Badinter, « Sans courage, l'avocat n'est rien, sans courage, l'avocat n'est rien ». Et je l'ai fait. Bon, on ne va pas me redonner une médaille pour ça, mais si vous m'interrogez sur les moments où il a fallu de l'audace, où il m'a fallu m'affranchir un peu de mes craintes et de mes peurs parce que la mémoire de Djeneba Bamia le méritait et parce que ma fonction d'avocate l'exigeait, voilà, je l'ai fait. Ça a été mal perçu, évidemment, voire très mal perçu, mais finalement, une fois ces documents versés et lus à l'audience, ça a été aussi l'occasion pour le nouveau procureur de la République qui avait pris la suite
de son prédécesseur, de considérer que ce mail-là, ces mails-là, n'auraient jamais dû être envoyés en ces termes-là. C'est une petite victoire, me direz-vous. En tout cas, c'était une victoire sur moi-même et c'était bien de le faire, je crois. Quel message j'ai envie de transmettre ? D'abord, il faut faire preuve d'un peu d'humilité. Je ne sais pas si j'ai des messages à délivrer. Peut-être que j'ai une colère et une indignation à partager. Peut-être que j'ai aussi un espoir à partager. Je défends des femmes dont on n'imagine pas ce qu'elles vivent. Et moi, ça ne cesse de me surprendre. C'est-à-dire que j'ai toujours le sentiment que je suis arrivée au paroxysme de l'horreur. Eh bien non. Je défends des femmes et des enfants. Et je crois qu'il est important de dire que la violence sur les corps, elle s'exerce sur les corps des femmes, mais aussi sur les corps des enfants. Et que l'inceste est un problème considérable, un impensé de notre société, et pour autant quelque chose qui nous structure de manière extrêmement profonde. Voilà, je crois que cette violence, c'est pas une fatalité. Mais on ne se débarrassera pas de la violence, on ne fera pas fi des viols, on ne cessera pas de compter nos mortes, comme on le fait chaque année, à égrener cette comptabilité macabre et infinie, tant qu'on n'aura pas fait un examen de conscience clair, honnête et courageux sur qui nous sommes. Et qui nous sommes une société qui est profondément inégalitaire, même si des progrès sont faits, mais qui reste profondément articulée autour du patriarcat, avec une hiérarchie des sexes qui nous définit. Moi, je plaide pour l'égalité. Je ne plaide pas contre les hommes. Je ne dis pas que les hommes sont responsables de tous les maux. Je plaide contre un système. Et je souhaite qu'on en change. Et je crois qu'on peut en changer. Et je crois que ce qui a été appris, ce qui a été choisi, peut être désappris. Alors, modestement, mon livre, il n'a que pour ambition de participer à cette première étape qui est cet examen de conscience clair et lucide sur le fait que nous produisons de la violence. Et voilà, c'est ces années d'expérience-là qui me permettent de l'affirmer de manière assez certaine. Je vois toutes ces femmes qui viennent me voir, pas forcément pour des questions de violence, qui viennent me voir parce qu'elles ont envie de se séparer, parce qu'elles ont des problèmes de garde d'enfants, parce que leur ex-mari ne paye pas la pension alimentaire, qui viennent me voir pour tout un tas de sujets. Et puis on parle, et puis on creuse. Et puis on voit que la violence, elle est là, allez, je ne peux pas faire de statistiques, mais elle est là de manière extrêmement récurrente. Qu'elle peut ne pas porter son nom, d'ailleurs. J'ai des femmes qui me disent « Vous savez, maître, mon mari, c'est pénible, parce qu'il exige le devoir conjugal, ou c'est lui qui contrôle les dépenses. J'aimerais bien décider où est-ce qu'on peut partir en vacances. C'est toujours chez ses parents, j'en ai un peu marre. Mais rassurez-vous, je ne subis pas de violence. » Pouvoir déterminer là où commence la violence, c'est toujours une histoire de mots, MOTS, c'est toujours une histoire de prise de conscience. Donc on déroule ça et je m'aperçois que c'est peut-être l'expérience la plus commune que nous faisons, celle de la violence domestique, de la violence des hommes. Alors tout de suite, je viens nuancer mon propos, tout ne se vaut pas. Toutes les femmes ne subissent pas la même chose. Et encore une fois, moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, n'est évidemment pas comparable au récit que déposent les femmes devant moi. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle le continuum des violences, pour reprendre un terme de sociologie, qui fait qu'on est structurellement organisé autour de ça. Et j'entends bien que ce discours-là, à lui seul, est porteur de violence. C'est-à-dire que lorsque je produis ce discours-là, ce discours fait violence et on me renvoie une autre violence en réaction. Mais moi, je ne milite pas pour la guerre des sexes. Vous voyez, je veux que ce soit aussi quelque chose qui soit apaisant, qu'on puisse tous et toutes se dégager de ce modèle-là qui, me semble, est aliénant pour tout le monde. En fait, l'idée que l'on peut faire passer aux hommes qui disent qu'ils ne produisent pas de violence, c'est peut-être d'abord de réfléchir en conscience à la manière dont ils ont pu aussi profiter de leur statut d'homme. J'ai reçu la semaine dernière la lettre d'un homme, cadre supérieur,
chef d'entreprise, qui m'a écrit de manière extrêmement émouvante en disant qu'il se rendait compte aujourd'hui, il a 50 ans à peu près, il a élevé 2 filles, à quel point il avait pu profiter de son statut d'homme et à quel point il avait bénéficié de privilèges en sa qualité d'homme. Et il peut dire qu'en qualité de chef d'entreprise, il lui est arrivé de discriminer des femmes et notamment une collaboratrice parce qu'il savait qu'elle allait poser un congé maternité, qu'il s'en mordait amèrement les doigts aujourd'hui. Donc peut-être que la première chose à faire, c'est là aussi de se livrer à un examen de conscience un peu honnête et sincère sur à quel moment est-ce que tu as profité de ce privilège. Et si tu as profité d'un privilège, c'est forcément au détriment de quelqu'un, voire de quelqu'une. Et puis la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que face à quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais produit de violence, c'est que c'est pas tout à fait ça qui est attendu de lui maintenant. Dire ça, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, moi j'attends des hommes qu'ils aient une position empathique à l'endroit des femmes, qu'ils aient une position solidaire à l'endroit des femmes, qu'ils ne se contentent pas de dire « Ah bah pas moi », mais qu'ils disent « Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses aillent mieux ? Comment est-ce que je peux agir ? Comment est-ce que dans mon quotidien, je peux être en empathie, en solidarité, attentif ? Comment est-ce que je peux augmenter mon seuil d'intolérance personnelle aux violences ? Comment est-ce que je peux manifester le fait que moi aussi, je veux que cette société se débarrasse de ce poison qui est la violence ? C'est ça que j'attends des hommes. C'est ça que je souhaite d'eux. Parce que là, ils ont un pouvoir d'agir qui est immédiat. Et s'ils ne le font pas, alors quoi ? Alors, s'ils ne le font pas, qu'est-ce que signifie leur silence ? C'est ça qu'il faut leur poser comme question. Clara n'est pas tout à fait sortie de l'adolescence. Sa mère ne lui laisse pas le choix, alors elle dépose plainte pour viol. Elle explique qu'elle a rencontré M sur Tinder, qu'ils ont commencé à parler sur Snapchat. On ne s'était jamais vus, il me plaisait physiquement, il me disait que je lui plaisais aussi. Et du coup, il m'a dit qu'il allait venir me voir. Je voyais pas de mal à ça. Je voyais pas de danger. Avant qu'il arrive, il a demandé des photos de moi en sous-vêtements sur Snapchat. Je lui en ai envoyé. Quand il arrive chez sa cousine, Clara est seule. Elle n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Il l'emmène dans la chambre. Il m'a fait me déshabiller. Il a fait ce qu'il avait à faire. À un moment donné, j'ai vu qu'il avait un téléphone dans sa main. Il m'a dit qu'il envoyait un message à quelqu'un. Je sais qu'il filmait. À ce moment, je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. Je ne parvenais pas à dire non. Ça se voyait que j'avais pas envie, mais j'ai rien dit. Il me faisait mal, mais j'ai rien dit. J'étais tétanisée. Je pouvais rien faire. Du coup, il a fini et il est allé fumer un joint sur le balcon. M ne lui a pas parlé. Puis il a prétexté aller chercher quelque chose dans sa voiture. Clara n'a posé aucune question. Quand il est parti, elle a fermé la porte à clé. Il n'est jamais revenu. Il l'a immédiatement bloqué sur les réseaux. Clara n'a plus eu de nouvelles. L'enquêteur lui demande si elle a montré durant la rencontre un signe qui aurait pu faire comprendre à M qu'elle refusait ce rapport. Elle explique que non, mais qu'elle ne voulait pas, que ça devait bien se voir, se sentir. Ils se sont même pas parlé. Ça lui faisait mal, mais elle parvenait pas à le dire. Elle était à côté d'elle-même, tétanisée. Elle raconte qu'elle n'avait pas compris que ça se passerait ainsi. Elle pensait qu'ils allaient se parler, peut-être échanger un bisou, mais elle n'imaginait pas ça. Elle explique avoir pleuré toute la nuit. Depuis, elle se dégoûte, elle se sent sale. Le procureur classe l'affaire sans suite. L'infraction n'est pas caractérisée. Clara a pourtant le sentiment authentique d'avoir subi un viol. Elle n'a pas donné son consentement. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. De son côté, M n'a pas recueilli le consentement de Clara. Il ne s'en est pas inquiété, il n'en avait pas besoin. Et au fond, cela lui était sans doute totalement égal. Il a présumé l'accord. Ils se sont rencontrés sur Tinder. Elle lui a envoyé un nude et elle n'a pas dit non. Ça veut dire qu'elle veut, non ? Il n'y a eu aucun usage de violence, de contrainte ou de menace. Et la surprise du consentement paraît pour le moins hasardeuse à caractériser ici. L'élément moral le sera encore davantage, rien ne pouvant établir de manière certaine la conscience que M avait d'imposer un rapport forcé. Est-ce que la loi est suffisante ? La loi est le produit de ce que nous voulons être. Et la loi, c'est un miroir de qui nous sommes et de quelles sont nos aspirations. Il y a des lois iniques, il y a des lois injustes, il y a des lois discriminantes et on peut se retourner sur notre histoire et en trouver tout un tas il n'y a pas très très longtemps de ça. La loi en matière de protection des femmes et d'égalité femmes-hommes, elle a
extrêmement bien évolué et on est à une égalité formelle. Il n'y a plus rien dans la loi qui vient discriminer les femmes, heureusement. Et ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que la loi va assez loin sur la protection des femmes ? Assurément non. Il y a des choses à faire, je pense notamment au modèle espagnol, qui a depuis 2004 adopté des lois cadres d'envergure sur la protection des femmes et sur le traitement des violences intrafamiliales, des violences sexuelles et sexistes, dont on peut largement s'inspirer. On parle aujourd'hui d'une nouvelle loi cadre. Il y a des projets qui sont à l'étude pour ériger notre modèle législatif à la hauteur non seulement des normes internationales, mais en plus de ce que ça doit être dans le traitement judiciaire. Sur la question du consentement à proprement parler à introduire dans le viol, attention aux fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le viol est défini comme tout acte de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise et s'attache donc de manière objective au comportement de l'auteur des faits. C'est parce que l'auteur des faits aura mobilisé de la contrainte, de la menace, de la violence et de la surprise qu'on en déduit l'absence de consentement de la victime. Il n'y a pas de démonstration à faire de la preuve de l'absence de consentement. Et en ça protège la victime, puisque la victime n'a pas à justifier de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait. C'est la mobilisation de la contrainte, de la menace, de la violence et de la surprise qui vient caractériser le viol. Faire peser sur la victime, par l'introduction de la notion de consentement, la caractérisation du viol est tout à fait dangereux. Parce qu'alors quoi ? Vous avez consenti. Et comment avez-vous consenti ? Et jusqu'où avez-vous consenti ? Et finalement, ce serait la victime qui aurait des comptes à rendre sur la caractérisation du viol. Mais si je dis ça, je dis aussi que ne pas voir du tout apparaître ce mot dans notre loi est problématique. Quand je dis que la loi est le reflet de qui nous sommes, moi je pense qu'une société moderne, féministe, où les femmes sont reparties en lutte pour la réappropriation de leur corps, doit voir apparaître en son sein le mot consentement. Mais attention, il ne s'agit pas de faire du consentement la variable de la définition du viol. Ça n'a pas de sens. Je peux consentir à ce que vous me coupiez le doigt. Pour l'instant, ça reste un acte illégal. Donc, il faut s'inspirer, à mon avis, de ce qu'ont fait nos voisins belges, qui mélangent les deux systèmes, et rappeler parce que ce mot a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être entendu comme rappel de ce qu'on doit se soucier du consentement de l'autre lorsque l'on engage une conversation sexuelle avec quelqu'un, lorsque l'on engage un acte sexuel avec quelqu'un. Mais attention à ne pas renverser le système qui finalement rendrait davantage service aux auteurs qu'aux victimes. L'étape d'après, c'est l'éducation de nos enfants, c'est l'éducation de nos jeunes, c'est la rééducation de nos anciens, si c'est possible, et je crois que c'est possible. Mais c'est véritablement faire passer l'idée qu'une société féministe est une chance pour tout le monde, parce que vraiment ça nous fait gagner en espace de liberté et que ça nous émancipe des injonctions à être du côté de la douceur et de la patience pour les filles, de la puissance, voire de la violence pour les garçons. Et donc, voilà, je crois que l'éducation est le maître mot. Encore une fois, d'autres rapports amoureux sont possibles, d'autres rapports familiaux sont possibles, d'autres récits sont possibles. Et d'ailleurs, ils émergent. On voit comment les choses se déconstruisent et se reconstruisent différemment. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Peut-être naïve, mais très optimiste par rapport à ça. Encore une fois, j'ai une fille de 18 ans qui vit sa féminité, son statut de femme, de jeune femme, d'une autre manière que celle qui était la nôtre. Tout n'est pas simple, tout n'est pas réglé, mais voilà, d'autres champs des possibles existent. Dossier après dossier, affaire après affaire, j'affûte mes connaissances, j'aiguise ma pratique, j'enfile ma robe noire et je plaide. Tous les jours je plaide pour des femmes, des âmes blessées dans des corps meurtris. Mes armes sont les lois, mes munitions les mots. Soyons clairs, mes ennemis ne sont pas les hommes, mais le système qui les hisse sans partage au sommet de la hiérarchie. C'est ce système que je convoque dans les prétoires, pour qu'il soit mis sur le banc des accusés, au même titre que ceux qui l'incarnent. Et ça marche, le patriarcat vacille, il flanche, attaqué, il se défend et attaque en retour, mais il faut continuer. Un jour, je le crois, ce combat sera gagné. Ce jour-là, je n'aurai plus de clientes à défendre, ma salle d'attente sera vide, le téléphone cessera de sonner. Alors, sans me retourner,
je quitterai les palais de justice. Au cabinet, je bouclerai mes derniers dossiers, je rangerai ma robe d'avocate et avec mes sœurs, j'irai danser. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir. Alors, vous avez aimé ce nouvel épisode de Celle qui ose ? On espère parce que nous, on a adoré le fabriquer. Et ce qui serait sympa, ce qui nous aiderait vraiment, c'est, si vous avez aimé le podcast, de mettre des étoiles, de rédiger un petit commentaire et même de vous abonner au podcast. Merci beaucoup et à très vite. Parce que les femmes sont fortes. Celle qui ose. Siffle un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait ?